Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous, bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300, vous connaissez notre numéro pour réagir. Parlons Vrai chez Bourdin jusqu'à midi et demi. Je suis de près le discours de Vladimir Poutine qui a commencé à 10h. La guerre en Ukraine, intense activité diplomatique. Vladimir Poutine répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. Nous défendrons nos intérêts, nous allons réagir de façon conséquente. Il est impossible de battre la Russie. Voilà ce qu'a déclaré jusqu'à maintenant Vladimir Poutine, qui poursuit son discours. Ça fait une demi-heure que ça dure. Je vous le disais, intense activité diplomatique. Joe Biden s'exprimera dans l'après-midi à Varsovie. Nous allons évidemment parler de tout cela avec tous nos invités ce matin, et notamment entre 11h et midi, Ukraine-Russie, la paix impossible. Débat entre 11h et midi tout à l'heure. Sachez aussi que le ministre chinois des Affaires étrangères est à Moscou. La Chine répète son inquiétude. Nous en parlerons donc. Ce sera évidemment l'information clé de toute cette matinée jusqu'à midi et demi. Restez bien à l'écoute sur Sud Radio. Vous ne raterez rien, ni du discours de Poutine, ni des intentions de Joe Biden, ni de la situation diplomatique, et débat sur cette impossible paix tout à l'heure entre 11h et midi. Emmanuel Macron, lui, était au marché de Rungis ce matin. C'est par le travail qu'on construit la force d'une nation, a-t-il dit. Maintenant qu'il faut travailler un peu plus longtemps, il dit s'en remettre à la sagesse des Français. Travailler plus, dit Emmanuel Macron. A-t-il raison? On en parle. 0826 300 300. L'inflation pèse sur notre consommation. Pas de dépenses superflues. Les Français estiment qu'il leur manque 476 € par mois pour vivre convenablement. Avez-vous changé votre manière de gérer votre budget? Est-ce que la dépense prioritaire reste l'alimentation? On en parle ce matin. Et puis, de plus en plus de Français sont obèses ou en surpoids. Près d'un Français sur deux concerné. Que faire? C'est une étude parue hier. Que faire? À 12h05 avec nous, le docteur Jimmy Mohamed. On mange trop, c'est ce qu'il va nous dire. Dans quel monde vit-on? Avec vous, Félix Mathieu. C'est une image symbolique de cette sécheresse dont on parlait hier, qui persiste en hiver. À Venise, les canaux sont à sec. Oui, des gondoles posées dans la boue à cause de la marée basse persistante due à la sécheresse. Plusieurs canaux sont à sec depuis plusieurs jours. Ça pose problème, et pas seulement pour la carte postale vénitienne. Certains canaux empruntés par les bateaux ambulances ne peuvent pas du tout être empruntés désormais. On y voit plus de vases que d'eau, comme le rapporte le Corriere della Sera. Problème pour les secours, problème aussi d'odeurs nauséabondes qui se dégagent des marées basses qui assèchent les canaux. Ça arrive tous les ans, mais le phénomène est exceptionnel cette année par son ampleur et sa durée à cause de la sécheresse. Bien, parlons, je suis toujours le discours de Vladimir Poutine, mais parlons du travail et de la réforme des retraites au menu du déplacement d'Emmanuel Macron au marché de Rungis ce matin. Félix Mathieu, le chef de l'État, s'est affiché aux côtés des travailleurs de nuit. Oui, vêtu d'un anorak blanc, Emmanuel Macron circule entre les carcasses de viande et il ressort pour l'occasion le discours sur la valeur travail. Le vrai débat qu'on a à avoir dans la société, c'est un débat sur le travail. Le travail doit continuer de mieux être rémunéré, et on doit aussi adapter les carrières, parce que c'est vrai qu'on travaille de nuit en portant des charges. À partir d'un certain âge, il faut que la carrière puisse évoluer, il faut qu'on puisse travailler moins longtemps, qu'on puisse se reconvertir et que ce soit pris en compte dans la retraite. L'occasion, vous l'entendez, de sortir de sa réserve sur la réforme des retraites et de lancer un appel à la raison des Français. Tout le monde a du bon sens dans notre pays. Enfin, c'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités, on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas cette affaire. Accompagné de ses ministres de l'Agriculture et des PME, Marc Fesneau et Olivia Grégoire, le président de la République a aussi été interpellé sur le coût de la vie, l'inflation, les factures de carburant qui explosent, et d'annoncer un nouveau geste à venir pour le gasoil. On a les aides pour les gros rouleurs, et là on va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir. Le marché de Rungis, un classique. En attendant une autre visite rituelle, ça sera samedi prochain. Emmanuel Macron se rendra au Salon de l'Agriculture. Voilà, une aide sur le diesel. Les discussions d'ailleurs, et c'est une information que je vous donne, les discussions sont en cours avec le groupe Total pour une nouvelle ristourne sur le diesel. Il est 10h35, vous êtes sur Sud Radio. Vladimir Poutine estime que l'Occident est responsable de l'escalade. L'Occident fait preuve de russophobie. C'est ce qu'il déclare
déclare en ce moment, il est toujours en train de parler. C'est un discours très important qui montre bien qu'on est bien loin de la paix. Tout le monde qui nous parle de paix, je le répète ici depuis que je suis là, on est très 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 loin de la paix. Nous allons en parler entre 10h et 11h, entre 10h et 11h, entre 11h et midi tout à l'heure avec notre débat. Je suis attentivement en même temps le discours de Vladimir Poutine. Bien, revenons sur le pouvoir d'achat des Français. 476 € de plus par mois, vous suffirait-il pour vivre convenablement? L'inflation continue de peser lourd sur les dépenses des Français, c'est ce que révèle une étude publiée hier lundi. La somme leur manquant par mois pour être satisfait est notamment en baisse. Près de 80% des Français prévoient de maintenir leurs arbitrages en matière de dépenses en 2023 par rapport à 2022, c'est-à-dire faire attention à beaucoup de faire le choix, beaucoup de dépenses, évidemment, privilégier certaines dépenses aux dépens, par exemple, des loisirs. Nous allons avoir le témoignage de Tony dans un instant, qui est en Gironde, mais tout de suite, je suis avec Mathieu Escarpi, directeur marketing chez Cofidis. Bonjour. Bonjour. Merci, vous avez réalisé cette étude avec l'aide de CSA Research, publiée hier, consacrée aux stratégies financières et aux enjeux de consommation des Français pour cette année 2023. Les Français se serrent toujours la ceinture, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, vous l'avez dit, sur la somme qui manque en moyenne aux Français pour vivre confortablement, 476 €, même si elle baisse légèrement en 2022. Le chiffre qu'on retient en revanche, c'est que 74% des Français nous déclarent que cette situation d'hyperinflation les a impactés et que donc, et c'est à peu près le même chiffre, 7 Français sur 10, et que donc ils ont changé la manière de gérer leur budget pour faire face justement à cette hausse de prix. Oui, fragilisés, ils ont dû s'adapter à la situation. Par exemple, les Français, nombreux, sont contraints de laisser de côté les dépenses superflues. Quelles dépenses ? Alors effectivement, les Français, face à cette situation d'inflation, ont changé leur consommation. Ils ont réduit les dépenses non essentielles pour 59% d'entre eux. Et ça veut dire quoi? C'est moins d'achats textiles. On voit les difficultés d'ailleurs dans le secteur du textile aujourd'hui. C'est aussi la recherche à tout prix des prix bas. Là, on voit la montée des discounters, les gains de part de marché de la grande distribution. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les nouvelles formes de consommation. Pour la moitié des Français, ils nous disent maintenant, moi, j'utilise les circuits courts, j'utilise la seconde main, la location, le covoiturage. Et ça, c'est pour la moitié des Français. Et effectivement, vous le disiez, c'est a priori pas un effet de mode, puisque 80% des Français nous disent que ces nouvelles formes de consommation, eh bien, ils vont continuer à les utiliser tout au long de 2023 pour économiser de l'argent. Oui, évidemment, l'alimentation reste la dépense prioritaire devant l'énergie et la santé. C'est bien cela ? Tout à fait. Donc l'alimentation, c'est la dépense que les Français souhaitent sanctuariser. C'est 7 Français sur 10 qui nous disent que ça sera la priorité de l'année. Et puis logiquement, vu les coûts de l'énergie, ça sera ensuite aux électricités et puis la santé. Et les Français continuent d'épargner ? Alors les Français, effectivement, mais pas tous. Une petite partie réussit encore à épargner. Mais ça reste pas la majorité en tout cas. Bien, merci pour cette enquête très très intéressante que l'on retrouve sur Internet, j'imagine. Oui, tout à fait sur notre site cofidis.fr. Merci Mathieu Escarpi, merci. Merci à vous. Merci, il est 10h38 et témoignage, celui de Tony qui est en Gironde. Bonjour Tony. Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien? Ça va Tony, et vous? Oui, on fait aller. On fait aller. Même si vous terminez tous les mois à découvert, Tony. Oui, mais alors ça, on va dire qu'on s'y est habitué, malheureusement. Oui. Mais non, mais pour revenir, c'est vrai que sur l'étude, c'est pas idiot. Bon, moi, sur la nourriture, par défaut, on est devenu un peu végétarien. Oui. Voilà, on mange plus de légumes, plus de fruits, beaucoup moins de viande. Vous voyez, on fait attention à ça parce que, c'est hyper cher. Le poisson, on a oublié, c'est même pas la peine d'y penser. Donc non, on fait attention et c'est vrai que le budget il est consacré sur l'alimentation et puis pour rouler quoi. Moi pour travailler, j'ai besoin de 300 € de gasoil par mois. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc les sorties, on essaie de se contenter de peu. Moi j'ai la chance d'habiter une région où il y a l'océan. Alors même en hiver, c'est agréable d'aller s'y promener, mais j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui sont pas très envieux et demandeurs. Alors bon. Pour l'instant, je passe à travers les goûts, à travers
les gouttes de la désespérance, quoi. Parce que franchement, c'est ça en fait qui nous guette, c'est qu'on est, les salaires qui augmentent pas, l'inflation qui augmente, on a peu d'espoir que la situation s'arrange, quoi. C'est ça qui est le plus déprimant en fait. Oui. Vous ne pouvez pas faire plaisir à vos enfants comme vous le souhaiteriez, Tony? Alors si c'était que 2 mois, non. Oui. Mais comme je vous dis, les miens, ils sont heureusement, et on en discute. Je leur ai expliqué que c'était compliqué en ce moment, qu'il fallait pas faire non plus de dépenses superflues. Mais les miens, ils se contentent de peu. Alors j'ai une chance extraordinaire, heureusement. Oui. Mais oui, non, on fait attention. Et puis alors est-ce que c'est conjoncturel? On l'espère tous. Hein, mais moi, j'ai surtout peur pour eux. Parce que moi, j'ai vécu je suis d'une génération où on se contentait aussi de peu. Oui. On n'avait pas besoin des réseaux, on n'avait pas besoin de téléphone, on n'avait pas besoin on sortait, on allait dehors et puis on jouait. Oui. Voilà. C'est pareil pour les fringues. Il y a le textile qui est en crise, mais nous, on avait 2 pantalons pour la semaine. Là, je vois mes enfants, c'est tous les jours à la machine. Hein. Ils ont des fringues en pagaille. Donc peut-être que la décroissance voulue par les verts, elle se fait par défaut. Ça, c'est tellement vrai, Tony. On a surconsommé et parfois on surconsomme encore beaucoup trop. Oui. C'est vrai, mais c'est vrai, Tony. C'est vrai, ça. C'est vrai. Oui. On apprend à se restreindre. Oui, alors moi je reviens, ça me choque pas parce que c'est ce que je vivais, j'étais pas malheureux, mais c'est vrai que ma gamine, plutôt mon enfant de 15 ans, qui adore faire les boutiques, elle a bien compris que là il va falloir qu'elle restreigne un peu ses envies, hein. Qu'elle fasse attention. Mais voilà, ça reste... écoutez, on se débrouille. Voilà. Mais on se débrouille. Bien, merci beaucoup Tony, et merci d'être avec nous le matin sur Sud Radio, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci, 10h41, je surveille toujours le discours de Vladimir Poutine. Je résume. Que dit-il? Il répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. Nous défendrons nos intérêts. Nous atteindrons progressivement nos objectifs, dit-il. Nous allons réagir de façon conséquente à l'agression de l'Occident. Il est impossible de battre la Russie, répète Vladimir Poutine. L'Occident fait preuve de russophobie. L'Occident est responsable de l'escalade. Voilà résumé ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Il poursuit son discours. C'est un très long discours qu'il prononce devant les 2 chambres du Parlement russe. Il est 10h42. Nous allons parler de Poutine. Nous allons parler de Joe Biden avec Jean-Éric Brana dans un instant, puisque Biden, lui, qui est à Varsovie après une visite surprise à Kiev hier, Biden va s'exprimer dans l'après-midi. Et puis, tiens, je parlais d'intense activité diplomatique autour de l'Ukraine et de la Russie. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, est en route pour Kiev. De son côté. Et puis le ministre chinois des Affaires étrangères est à Moscou et lui dit son inquiétude devant la situation. Il est 10h43, vous êtes sur Sud Radio, vous ne raterez rien, je vous le promets. Ça m'intéresse, vous le savez, toutes ces affaires internationales, ça doit nous intéresser parce que la situation est une situation sérieuse, je dirais pas grave, mais très sérieuse. 10h43. Merci, à tout de suite. Bien, Vladimir Poutine, toujours en train de s'exprimer. Le peuple ukrainien est pris en otage, dit-il, par l'Occident. Vladimir Poutine qui annonce la création d'un fonds spécial pour aider les familles des combattants russes. Les combattants russes qui sont sur le front et qui, beaucoup, meurent. Donc, pour aider les familles de ces combattants. La guerre en Ukraine, je le disais, intense activité diplomatique. Vladimir Poutine, donc, de son côté, répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. Nous défendrons nos intérêts, nous atteindrons progressivement nos objectifs. Voilà ce qu'a dit Vladimir Poutine. Évidemment, du côté de Washington, du côté de Joe Biden, on écoute, on regarde attentivement ce qui se passe à Moscou. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci, maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Biden était hier à Kiev, visite surprise. Moscou avait été prévenu, Jean-Éric? Et oui, c'est ce qu'on a appris un petit peu plus tard dans la journée. Moscou avait effectivement été averti, ce qui n'est pas anormal dans ce genre d'affaires, puisque pour éviter qu'il y ait un accident et surtout l'escalade dans la guerre, les présidents s'avertissent entre eux quand ils se déplacent dans un pays étranger. Là, on était dans un cas très particulier, puisque c'était un terrain de guerre active dans lequel, rappelons-le, les Américains n'ont aucun soldat, donc on pouvait considérer que Biden n'avait rien à y faire, mais effectivement, il a donc averti
Moscou et ça a évité qu'il y ait un drame qui puisse nous entraîner tous dans une guerre mondiale. Tous dans une guerre mondiale, évidemment, tout le monde a peur. À juste raison, ils ont tous peur de ça. Pour l'instant, ça ne se profile pas, mais attention, la situation est très, très sérieuse. J'étais en train de suivre, vous aussi, Jean-Éric, le discours de Vladimir Poutine qui répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. L'Occident fait preuve de russophobie, dit-il. L'Occident est responsable de l'escalade. C'est à ça que répondra Joe Biden cet après-midi à Varsovie. Bien entendu, c'est le grand message de Varsovie ce soir et qu'il a commencé déjà à esquisser. On a une offensive diplomatique hors du commun de la part des Américains depuis 4 jours avec, vous vous en souvenez, Kamala Harris qui dans son discours de Munich a pointé la responsabilité sur Vladimir Poutine et en l'accusant de crimes de guerre. Puis il y a Antony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, qui lui avertit la Chine qu'il ne faut pas bouger. Elle a d'ailleurs répondu en expliquant qu'elle ne fournirait pas d'armes comme on l'a soupçonné à la Russie. Et bien au contraire, elle va faire une proposition à l'ONU pour qu'il y ait des négociations. C'est Wendy Sherman qui donne des interviews pour expliquer que les Américains sont très liés avec les Européens et que c'est main dans la main qu'ils avancent dans cette affaire-là. Et Biden qui va donner la raison profonde de cette aide américaine, à savoir qu'il faut défendre à la fois la démocratie avec un grand D et la liberté avec un L capital, puisque ce sont les deux jambes sur lesquelles la société américaine a été construite et qui s'opposent à l'autocratie et à la violation des frontières auxquelles on a assisté le 24 février de l'année dernière. Oui, Jean-Éric Brana, évidemment chacun marche sur un fil, Vladimir Poutine comme Joe Biden, et chacun ne veut pas que ce fil se rompe, parce que il y a encore des relations entre les deux pays, évidemment qu'il y a des relations entre les deux pays. Joe Biden va donc répondre à Vladimir Poutine. Ça va être difficile tout de même sur le plan diplomatique, de trouver les mots justes, les bons mots, sans envenimer la situation. Alors, je ne pense pas que Joe Biden va essayer spécialement de prendre des gants. Il n'en prend pas avec Poutine. Il n'en avait pas pris quand il était vice-président. Il avait déjà dit, en le regardant dans les yeux, en vous, je vois le diable au fond de votre âme. Il l'a traité de criminel. Il a expliqué que c'était lui le grand responsable. Il a même fait une bourde l'année dernière en expliquant que s'il pouvait plus être à la tête de la Russie, ça serait une bonne chose. Ça, c'était en off, mais avec des micros ouverts. Donc, bien sûr, ça a fait le tour du monde et ça a atteint Moscou, vous vous en doutez bien. Donc, il va au contraire, je crois, être très direct ce soir, comme il l'est tout le temps, et taper du poing sur la table. Ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est un Joe Biden qui est monté en puissance sur la scène internationale et qui a restauré cette primauté américaine qui avait disparu après une présidence dans laquelle il n'y avait plus de géopolitique mais que de la géoéconomie. Je parle bien sûr de l'époque Trump, qui ne rentrait pas dans les questions politiques et qui tendait même la main à Vladimir Poutine. On est revenu au monde d'avant, dans lequel les Américains qui dominent outrageusement par leur puissance à la fois économique, militaire, culturelle et d'influence ont repris ce leadership et Joe Biden l'a montré hier en étant à Kiev. Il va mettre les points sur les i ce soir à Varsovie. Il va mettre les points sur les i. Joe Biden, qui à titre personnel, Jean-Éric Brana, semble s'imposer. Je veux dire par là parce que beaucoup se posaient 1000 questions autour de Joe Biden, de sa détermination, de son caractère, même certains ont pensé qu'il était un peu sénile. Là, il montre autre chose, Jean-Éric Brana. Oui, en réalité, si vous le regardiez et l'observiez, vous ne voyez pas autre chose que ce qu'il est réellement depuis le départ. Mais bon, en politique, il y a ce qu'on appelle de l'opposition. Donc l'opposition, elle fait feu de tout bois, y compris de sobriquets ou de slogans, ou dire qu'il est sénile, qu'il est fatigué, s'amuser quand il tombe ou quand il bredouille,
on m'a interrogé 500 000 fois sur le fait qu'il bredouillait, et il m'est arrivé de bredouiller en répondant sur le fait que Biden bredouillait. Donc, vous voyez, en termes de sénilité, je vais pas mieux. Et il en est ainsi pour tous. Et Jean-Jacques, vous avez certainement des milliers d'anecdotes où vous avez vous-même bredouillé au micro. Bien sûr. Parce que ça nous arrive à tous. Maintenant, la propagande russe, c'est d'une autre nature, elle est normale aussi. Il faut bien que chacun avance ses pions en parlant à sa propre population, qu'elle soit russe, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit nord-coréenne, qu'elle soit iranienne. Bien entendu, tout cela est repris par des médias qui leur sont favorables. Après, certains veulent les entendre et les répéter. Il y a en France, en particulier, un fond d'anti-américanisme latent que Jean-François Revel avait décrit très bien dans un livre il y a quelques années, qui est toujours aussi fort aujourd'hui. Tout cela n'est pas bien sérieux ni bien grave. Ce qu'on a effectivement, c'est une unité aujourd'hui d'un front de près d'une 60aine de pays qui se dresse pour que les pays respectent les frontières les unes des autres, les uns des autres, et ça c'est le plus important. Une fois qu'on a établi ce principe et qu'on est tous d'accord là-dessus, on peut commencer à discuter. C'est quand Poutine aura accepté ce principe que la diplomatie pourra reprendre ses droits. Pour l'instant, on en est quand même encore loin, et ce discours qui se déroule actuellement nous fait entendre, puisque Poutine ne recule pas d'un iota, et pour l'instant il est toujours aussi guerrier. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana. Je suis très content de vous entendre, Jean-Éric, parce que on a tout entendu. Hein. Poutine est malade. On a tout lu. Des débats interminables. Poutine est malade. Poutine va être remplacé. Non, Poutine a toujours le pouvoir à Moscou et il tient ce pouvoir. Biden, lui, est sénile. Enfin, j'ai tout. Mais cette manie de raccourcir, cette manie d'organiser des débats qui n'en sont pas. Je sens que vous êtes d'accord avec moi, Jean-Éric. Je suis totalement d'accord avec vous, bien sûr. Pour l'instant, on a un Poutine, on a un Biden, on fait avec ce qu'on a et on regarde la situation, et il faut en sortir, il faut revenir à une stabilité, une paix dans le monde. Ça, je crois que c'est l'urgence absolue. Après, si Poutine est malade, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, ce sera un point qui intéressera les Russes. Biden, il a aussi ses comorbidités et ses maladies, hein, on en parle assez librement. Il a son âge aussi, qui est ce qui est, mais ça n'empêche pas que c'est un homme solide. Je crois que des deux côtés, on a des hommes solides, hein. Mais malheureusement, on est engagé dans un front belliqueux dont il faut à tout prix sortir le plus rapidement. Oui, et puis dernier mot, Jean-Éric, pour Biden, c'est aussi peut-être une nouvelle élection qui se profile. Ah, pour l'instant, je parierai pas là-dessus, moi, personnel, mais c'est vrai que il y a une élection, en tout cas, qui va repartir, qui est déjà repartie. Hein, on est en campagne, on entend Trump, on entend DeSantis, on entend Nikki Haley. Il y en a quelques autres qui sont déjà en train de frapper à la porte. Du côté démocrate, on ne sait pas trop. Moi, je parie pas là-dessus parce que Biden a 80 ans, il partirait à 82 ans pour en sortir à 86. On m'accorderait, c'est quand même bien vieux pour tenir les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui, même s'il les tient plutôt pas mal à 80 ans. La fatigue de l'âge, là, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il a fait un voyage en avion et ses 10 heures de train, aller et retour, et qu'à son âge, ça doit être une sacrée épreuve. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, je répète ce qu'a dit Vladimir Poutine, qui n'a toujours pas terminé. Il a commencé à 10h. Le discours se poursuit. Il est 10h55. Je résume ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. L'Occident échouera sur tous les fronts. C'est un moment difficile et clé pour la Russie. Il est impossible de battre la Russie sur le champ de bataille. Voilà ce qu'a dit Vladimir Poutine, qui répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. Nous défendrons nos intérêts, nous atteindrons progressivement nos objectifs. L'Occident est responsable de l'escalade. Nous allons réagir de façon conséquente, a-t-il dit. Il annonce la création d'un fonds spécial pour aider les familles des combattants russes. Il s'agit de la survie de la Russie. Il a répété cela plusieurs fois. Le peuple ukrainien est pris en otage. L'Occident échouera sur tous les fronts. Voilà résumé le discours de Vladimir Poutine. Et entre 11h et midi, nous allons débattre, je l'avais prévu, nous allons débattre de la situation en Ukraine, de cette guerre qui n'en finit pas. Ça fait pratiquement un an, là encore,
Qu'est-ce qu'on avait dit? Les débats interminables au début de la guerre. Ah, ça va durer 8 jours. Ça, non. Mais non, ne nous avançons pas. Soyons prudents. Et la prudence est de dire aujourd'hui que la paix est impossible entre l'Ukraine et la Russie. Ce sera le débat entre 11h et midi. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien de l'actualité internationale et nationale. Il est 10h57. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons évidemment, je vous l'ai annoncé depuis tout à l'heure, 10h30, nous allons évidemment parler de ce qui se passe entre Vladimir Poutine et Joe Biden, mais précisément, nous allons revenir sur le discours qui se poursuit de Vladimir Poutine depuis maintenant 10h. Il est 11h03, ça fait 1h03, et nous allons ouvrir le débat ici avec nos invités, Samantha de Bendern, qui est chercheuse associée à la Royal Institute of International Affairs de Londres. Bravo. Non, oui. Je suis nul en anglais. Je vous dis toujours. C'est Samantha, très bien. Hein. Non, c'est pas bien du tout. Mais enfin bon, spécialiste de géopolitique. Philippe Delara, qui est maître de conférence en sciences politiques à Panthéon-Assas. Bonjour. Et philosophe aussi à côté. Et puis Pierre Lelouch, ancien ministre, qui est là, qui nous rejoint, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Pierre Lelouch, qui vient se joindre à nous pour débattre. J'ai intitulé cette heure « La paix impossible entre l'Ukraine et la Russie ». La paix impossible. Dans tous les cas, la paix impossible, pour l'instant, elle semble très impossible. Pourquoi ? Nous suivons, Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Nous suivons le discours de Vladimir Poutine depuis 10h ce matin. Alors, que dit-il ? Je résume. Il répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. Nous défendrons nos intérêts. Nous atteindront progressivement nos objectifs, dit-il. L'Occident est responsable de l'escalade. L'Occident fait preuve de russophobie. Il est impossible de battre la Russie. Nous allons réagir de façon conséquente. Nous vivons un moment difficile et clé pour la Russie. Le peuple ukrainien est pris en otage. L'Occident échouera sur tous les fronts. Et il annonce la création d'un fonds spécial pour aider les familles des combattants russes qui sont mobilisés sur le front. Quand on écoute le discours de Poutine, on attendra le discours de Joe Biden à Varsovie cet après-midi. Il y a d'ailleurs une intense activité diplomatique puisque le ministre chinois des Affaires étrangères est à Moscou et la Chine s'inquiète. Giorgia Meloni, elle, est en route pour Kiev. Il y a donc une intense activité diplomatique. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que la paix est impossible ? Pierre Lelouch. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Non, je vous dis ça parce que depuis des semaines, je vois sur tous les plateaux, j'entends les uns et les autres dire il faut faire la paix. Mais comment faire la paix aujourd'hui ? Moi, j'entends plutôt le contraire. J'entends plutôt beaucoup de gens dire qu'il faut se préparer à la bataille finale. Tout le monde prépare aujourd'hui ce qui doit éclaircir le champ de bataille. Parce qu'aujourd'hui, le front est gelé. Et les deux camps se préparent à ce qu'ils espèrent être moment clé qui va clarifier ensuite les choses pour éventuellement une solution diplomatique plus tard. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le président de la République. Aujourd'hui, on est dans une situation où la paix est impossible, en tout cas à court terme. Et ce que je crois aussi, c'est que la victoire non plus, de l'un ou de l'autre côté. Alors que c'est ça dont tout le monde parle. Donc cette situation de blocage qui est grave. Pourquoi ? Parce que vous avez une rhétorique des deux côtés qui est très extrême. Hier, le président Biden a fait quelque chose qui est sans précédent, en tout cas à ma connaissance, dans une situation de conflit qui oppose les deux superpuissances. Il est allé à Kiev, un peu comme Gary Cooper dans High Noon, le train sifflera 3 fois. Il s'est mis au milieu de la rue, il a dit voilà, je suis là et je prends l'Ukraine sous mon aile. Et Zelensky l'a remercié. Quelque chose de sans précédent, parce que même pendant la crise de Cuba, Khrouchtchev n'était jamais allé à Cuba pour dire aux Américains pas de touche à Cuba. Hier, le président Biden a fait quelque chose de très très significatif. Aujourd'hui, Poutine répond d'une certaine manière. Poutine lui répond en lui disant on ne perdra pas. Et donc on est dans une... Et en disant l'Occident veut en finir avec la Russie. Voilà, naturellement c'est
il est dans son rôle en expliquant cela. Et c'est vrai que depuis le début de ce conflit, on n'a jamais vu concentration pareille d'aide économique, militaire de l'ensemble de l'Occident contre la Russie pour libérer l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où la perspective de sortie de crise diplomatique est bloquée, en attendant que ça s'éclaircisse éventuellement sur le plan militaire. Les deux côtés préparent chacune son offensive. Et puis derrière, il faut une situation qui doit permettre le dialogue. La question, c'est que il y a un risque d'escalade et d'engrenage dans cette affaire que moi, depuis plusieurs mois, je ne cesse de dénoncer, en expliquant que cette situation risque de devenir hors contrôle à un moment ou à un autre. C'est ça mon inquiétude. Samantha de Bernard, vous avez la même analyse que Pierre Lelouch ou Alors, oui et non. Alors, allez-y. Oui et non, allez-y. Alors, premièrement... Et le oui et le non. Alors, premièrement, en effet, il y a un risque d'escalade. Oui. Mais cette escalade, elle a commencé, moi je dirais, en 2014. Elle a commencé, la vraie escalade, ensuite, s'est accumulée le 24 février 2022. Et l'escalade, c'est qui la poursuit? C'est la Russie. L'Occident, en effet, répond en aidant l'Ukraine. Et là où je voudrais revenir juste à une chose que vous avez dit qu'il y a une rhétorique extrême des deux côtés. Je suis désolée, Poutine a une rhétorique extrême. Poutine menace l'utilisation de l'arme nucléaire. Poutine, aujourd'hui, ment en disant que l'Occident a commencé cette guerre. Je ne vois pas de rhétorique parallèle en Occident, que ce soit du côté américain ou que ce soit du côté des Français ou de l'Union européenne. Il y a un soutien à un pays qui est agressé. Et non seulement ça, il y a une prise de conscience en Europe que c'est notre sécurité qui est menacée aujourd'hui. C'est pas par amour pour l'Ukraine que l'Occident livre des armes à l'Ukraine. C'est par amour de notre sécurité. Je crois que nous tous autour de cette table, nous avons un seul objectif. Si nous étions dans une position d'ouvrir des négociations, ce serait une paix durable pour notre continent. Pas forcément que pour l'Ukraine, pour notre continent. Aujourd'hui, il y a escalade. Et en effet, jusqu'à ce que la Russie arrête d'agresser l'Ukraine, cette escalade va continuer parce qu'il en va de notre sécurité. Et nous sommes en guerre. Enfin, ces deux pays sont en guerre. L'Ukraine et la Russie, rappelons-le. Il y a donc une activité intense sur le terrain militaire. Et ça va se poursuivre. Et les deux camps le disent. Les deux camps le disent. Philippe Delara. Oui, il faut rappeler non seulement que c'est pas un conflit, c'est une invasion déclenchée par la Russie, et aussi rappeler que le but de guerre de la Russie, il y a eu pas mal de variations dans les formulations, mais fondamentalement, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, le but de la Russie, c'est de détruire l'Ukraine en tant qu'entité indépendante. Donc c'est normal que dans ces conditions, il n'y ait pas de perspective de paix. Oui. Et à mon sens, le seul moyen d'arriver à une situation de paix, c'est-à-dire il y aurait non seulement un cessez-le-feu, un armistice, mais une négociation. Oui. Sur la sécurité de l'Ukraine, que la Russie serait obligée d'accepter, c'est la victoire de l'Ukraine sur le terrain. La victoire de l'Ukraine sur le terrain, c'est victoire militaire. C'est pas forcément la libération de 100% du territoire, mais c'est une défaite qui pourrait prendre la forme, par exemple, d'un effondrement, d'une débandade de l'armée russe. Oui, une avancée militaire significative. Voilà. De l'Ukraine. Une avancée militaire significative de l'Ukraine garantirait la paix, Pierre Lelouch ? Je voudrais rajouter une chose, si vous me permettez, c'est que Vladimir Poutine ne représente pas la Russie. Vladimir Poutine représente un régime, a créé un régime criminel et qui menace non seulement l'Ukraine existentiellement, mais le monde entier. Si vous voulez, Poutine est aussi peu la Russie
que Hitler était l'Allemagne pendant la oui, je me Seconde méfie Guerre des mondiale. comparaisons entre Poutine et Hitler. Hein. Méfions-nous de ces comparaisons. Non, mais c'est pour dire que c'est pour faire les différences, parce que parce que Hitler, on le met à toutes les sauces. La, hein, la Russie sera, la Russie comme peuple et entité géographique, plus grand pays du monde, sera évidemment toujours là et toujours en Europe. Mais le régime de Poutine, c'est autre chose. Bon, écoutez, moi, bien sûr que Poutine est responsable de l'invasion, personne n'en doute. Bien sûr qu'il y a un problème de liberté à l'intérieur de la Russie et de durcissement du régime. De là à dire que c'est la même chose que Hitler, j'entends beaucoup ça. Hein. Tous ceux qui posent des questions aujourd'hui se passent pour des munichois, des collaborateurs. Tant qu'on est dans cette espèce de frénésie émotionnelle, on n'en sortira pas. Oui. Je voudrais simplement rappeler de quoi il s'agit. L'émotion ne doit pas diriger nos choix. De quoi et notre réflexion. Monsieur Bourdin, de quoi il s'agit dans cette guerre? Dans cette guerre, il y a 3 guerres en réalité. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est très ancienne. Les Russes considèrent que l'Ukraine, c'est leur berceau. Depuis 100 ans que l'Ukraine a été indépendante, la première fois, au lendemain de la Première Guerre mondiale. 1917-1921. Voilà, guerre civile, très période extrêmement troublée. Aucun Russe ne voulait l'indépendance de l'Ukraine, naturellement. Ni les Russes blancs, ni les Russes rouges à l'époque, ni les sociodémocrates. Idem lors de la fin de l'Union soviétique, quand l'Ukraine a déclaré son indépendance. 1991. Ça en était fini des rêves. Donc cette tension, elle a toujours été là. Il y a une deuxième tension entre les Ukrainiens de l'Ouest et ceux de l'Est, parce que c'est 2 peuplements différents. La partie Ouest appartenait très longtemps à l'Autriche-Hongrie. Lviv s'appelait Lvov sous la Pologne, et avant ça Lindbergh sous l'Autriche. Voilà, il y a ce deuxième volet. Et le troisième volet qui est sous-jacent, c'est l'affrontement américano-russe sur le devenir de l'Ukraine. C'est de ça dont on parle depuis un certain nombre d'années. À qui appartient l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine doit faire ou non partie de l'OTAN? Bush voulait ça en 2008 à Bucarest. C'est Sarkozy et Merkel qui ont bloqué ça à l'époque. Voilà. Et est-ce que c'est le statut de l'Ukraine est la clé de voûte de cette histoire? Poutine, à moi en 2013, au moment à la veille de Maïdan, dit l'Ukraine jamais n'appartiendra à l'Occident. Donc quand Biden hier va à Kiev, ça signifie l'Ukraine doit faire partie de l'Occident, l'Ukraine est candidate à l'Union européenne, et Zelensky toute la journée dit je veux faire partir de l'OTAN. Mais dans son plan de paix, Zelensky ne demande pas l'adhésion à l'OTAN. Hein, il n'en parle pas. Oui, mais enfin, il en a reparlé. Il n'en parle pas dans son plan de paix. Non, mais attendez, il en a reparlé. Non, mais ce que j'essaye de dire, je vais juste terminer. Cette affaire, c'est la clé de tout ce système. Tout ce qui est en cause ici, c'est le statut de l'Ukraine et éventuellement le statut de l'Est de l'Ukraine. Non, il n'y a pas de différence entre l'Est et l'Ouest. C'est une légende entretenue par les Russes. Bon, j'aimerais peut-être rebondir sur 2 choses entre l'Est et l'Ouest. Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec monsieur. Il y a une différence énorme. On ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a une différence énorme. Je peux le démontrer si vous m'en laissez le temps. Il y a une différence énorme entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine. Il y a une différence linguistique, parce que c'est vrai qu'à l'Est, on parle beaucoup plus russe, presque exclusivement russe. À l'Ouest, on parle ukrainien, on parle hongrois, on parle roumain, et on parle un petit peu russe aussi. Et puis, il y a beaucoup plus de catholicisme à l'ouest qu'à l'est. Ce sont des régions extrêmement différentes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne peuvent pas vivre dans un même pays. Voilà. Ensuite, par rapport à l'Ukraine et l'OTAN, donc je vous rappelle que dans une ancienne vie, j'ai travaillé à l'OTAN et je m'occupais des relations politiques OTAN-Ukraine. Je peux vous dire que pour l'OTAN, l'Ukraine, c'était le casse-tête permanent. Quand je venais aux réunions pour parler de l'Ukraine, les Américains me regardaient et disaient « Oh mon Dieu, elle va encore parler de l'Ukraine qui veut rentrer dans l'OTAN ». Et le mantra, c'était il faut trouver une solution pour l'Ukraine, parce que si nous acceptons l'Ukraine dans l'OTAN, ça va énerver les Russes. Donc il faut faire tout pour essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde et qui donne des garanties de sécurité à l'OTAN. En 2008, juste avant le sommet de Bucarest que vous avez mentionné, les Américains ne savaient pas quoi mettre dans la déclaration finale de 2008. Les Américains ne voulaient pas que dans cette déclaration, il y ait mention de l'Ukraine et la Géorgie comme membres potentiels.
Et finalement, ça a été mis dans la déclaration finale, parce que ne pas le mettre aurait été un aveu que la Russie avait un droit de veto sur l'avenir de l'Ukraine, et que c'était le souhait de l'Ukraine d'avoir une promesse, mais une promesse qui n'engageait l'Alliance en rien. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il n'y avait pas eu Sarkozy et Merkel, Bush l'emportait et que l'Ukraine était déclarée comme futur membre de l'OTAN. Et donc c'était un casus belli. Je rappelle aussi qu'à la suite... Laissez-moi terminer, j'ai pas terminé. L'erreur monumentale de l'Occident et de l'OTAN a été d'être à cheval sur l'Ukraine. L'OTAN aurait soit dû dire en 2008, on se lave les mains de l'Ukraine, on ne mentionne rien, ou alors tout de suite l'intégrer. Mais faire une promesse vague en 2008 et après ne rien faire, a laissé une situation dégénérée. Ça a donné des arguments à la Russie pour dire l'Ukraine va intégrer l'OTAN, ce qui n'était pas du tout le cas. L'Ukraine n'allait pas intégrer l'OTAN. C'était une promesse vague. C'était une provocation inutile. Et oui, c'était une provocation inutile. Il fallait soit dire oui, soit dire non. Mais dire peut-être, c'était la pire solution. Et une demi-mesure. Hein. Je lisais hier l'interview, je ne sais pas si vous l'avez lu, de notre ancien ministre des Affaires étrangères dans Le Figaro. Vous l'avez lu, hein, et où il dit il fallait faire de l'Ukraine au début des années 90 un pays neutre à la finlandaise, donner une autonomie au Donbass et passer un accord avec la Russie sur Sébastopol. C'est ce que j'ai écrit. C'est Hubert Védrine qui dit ça hier. C'est ce que j'ai écrit pour ma part depuis longtemps. Dans des revues comme Politique Internationale. Mais c'est pas loin de ce qui a été fait. C'est pas loin de la réalité qui a été faite. C'est ce que voulaient les manifestants du Maïdan qui ont fait cette révolution, qui a amené le départ de Yanukovych et une relance de l'indépendance de l'Ukraine. Moi, j'y étais et je peux vous dire qu'il y avait il ne faut pas parler de l'OTAN. Ce que nous voulons, c'est être européens, vivre comme des Européens, bien sûr au sens du confort, mais aussi au sens des valeurs, du respect de la personne humaine, des libertés culturelles. Et la Russie, on s'en fout. Et il y avait un grand espoir sur le Maïdan, avant que la Russie ne lance son agression, que ça passerait avec les Russes. Bien, nous allons, il est 11h19, il faut que j'observe une petite pause. Je vous invite à réagir si vous le souhaitez, 0826 300 300. Bon, nous allons, maintenant nous avons fait un peu d'histoire, nous allons regarder le présent. Le présent, c'est ce discours de Poutine, c'est le futur discours de Joe Biden cet après-midi, c'est cette intense, je le répète, activité diplomatique, cette situation qui est aujourd'hui... plus inquiétante que jamais. Il est 11h20, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Bien, Ukraine-Russie, la guerre impossible. Samantha de Bendern est avec nous, chercheuse, associée, ancienne... vous avez travaillé combien de temps à l'OTAN ? 3 ans seulement. 3 ans à l'OTAN. Pierre Lelouch, ancien ministre. Philippe Delara, maître de conférence en sciences politiques à Panthéon-Assas. Bien, parlons de l'Ukraine, de la Russie, de la situation aujourd'hui même avec ce discours de Vladimir Poutine. Aujourd'hui même, la situation... Là, Biden va dire ce qu'il a dit hier à Kiev, cet après-midi à Varsovie. Hein, Pierre Lelouch, je vois pas. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment difficile et probablement dangereux, c'est que cette guerre, qui était un affrontement sur le statut de l'Ukraine, entre l'Est et l'Ouest, OTAN ou pas OTAN, sur le statut des provinces du Donbass, autonomes ou pas à l'intérieur de l'Ukraine. Cette guerre est devenue un affrontement direct, une guerre non déclarée, je pèse mes mots, une guerre non déclarée par procuration entre les Américains et les Russes. Oui, mais est-ce que Poutine... C'est ça la situation où nous sommes aujourd'hui. Quelle que soit la responsabilité du départ. Est-ce que Vladimir Poutine n'a pas trouvé cet alibi, agression de l'Occident, pour justifier l'envahissement ? Non, mais il faut le rappeler. Non, évidemment. Pour justifier l'envahissement de l'Ukraine. La question, c'est que, naturellement, chacun parlait d'escalade dans les mots des deux côtés. Quand vous avez un président américain qui dit que Poutine est un tueur,
d'être exact, c'est son droit de le dire. Mais quand il dit qu'il c'est un tueur, qu'il ne peut pas rester au pouvoir... Kamala Harris a parlé des crimes de guerre de Poutine. Quand vous avez des crimes contre l'humanité... Contre l'humanité, oui. Quand vous avez ensuite Poutine qui vous explique que c'est la faute à l'Occident et que c'est satanique, on est dans une escalade verbale qui, de mon point de vue, comme Européen et comme Français, je rappelle que dans cette affaire, il y a 4 puissances nucléaires, dont la nôtre. Oui. Quand j'entends ce genre d'escalade verbale, je m'inquiète. Premier point. Et je me dis, où est la porte de sortie diplomatique? Deuxièmement, la situation militaire, elle n'est pas prête de se clarifier. Parce que pour qu'il y ait une discussion, il faut que quelque chose se passe. Le président de la République a dit il faudrait arriver à défaire la Russie sans la démanteler, sans la détruire. Il y a des tonnes de gens à Kiev aujourd'hui, en Pologne et ailleurs, qui eux parlent de dissoudre la Russie une bonne fois et en finir avec son ADN, je cite, son ADN impérialiste. Donc le but des guerres n'est pas clair. Oui, mais jamais les États-Unis n'ont pensé à ça, Pierre Lelouch. Vous ne pensez pas une seconde que les Américains imaginent détruire la Russie? Mais les Ukrainiens non plus. En tout cas, certains le disent. L'État ukrainien, le gouvernement ukrainien... Vous voulez que je vous sorte les citations sur le thème on va aller frapper les villes russes qui sont tranquilles et qui sont gavées aujourd'hui, on va leur montrer ce que c'est que la guerre. Mais c'est normal, quand vous rentrez dans un processus de violence aussi extrême qu'une guerre, c'est très compliqué de contrôler. Moi, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que on sait comment commence une guerre, puis après il se crée une dynamique après, moi, je à l'intérieur qui est extraordinairement dangereuse. C'est ça. Alors, vous avez parlé de l'escalade verbale, et je voudrais juste rappeler comment ça a commencé. En fait, cette escalade verbale, elle a commencé en 2021, quand Vladimir Poutine a publié des traités entre la Russie et les États-Unis et la Russie et l'OTAN. Alors d'abord, quand on publie un traité, ça présuppose qu'il y a une négociation avant et qu'il y a un texte sur lesquels les deux parties sont d'accord. Il en a parlé ce matin dans son discours. Il a publié des traités. En gros, il disait il faut que l'OTAN retourne à ses frontières de 1997. Il savait, en publiant ces traités, qu'il proposait des choses totalement inacceptables et que ça, c'était une véritable déclaration de guerre à l'OTAN. Et quand on a étudié ces traités dans mon institut à Londres, la conclusion était claire. Il va envahir l'Ukraine et il fait une déclaration de guerre à l'Occident. C'est une déclaration de guerre civilisationnelle. Là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'il y a une guerre qui a lieu en ce moment entre l'Occident et la Russie. Et cette guerre, elle dure à peu près depuis 2008. Sauf que l'Occident fait la guerre par personne interposée et que personne en Occident n'enverra le moindre soldat se battre en Ukraine contre les Russes. Et personne n'a le courage d'expliquer quels sont les véritables enjeux. Parce que les véritables enjeux, j'ai pas fini monsieur, juste les véritables enjeux sont que la sécurité du continent européen est menacée. En effet, beaucoup de gens disent, mais là on devient les vassaux des Américains. Et jusqu'à ce que l'Europe ne puisse vraiment constituer une défense autonome pour se protéger des risques, eh bien ce sera malheureusement le cas pour ceux qui ne veulent pas cette protection des Américains. Parce que si on imagine qu'un Poutine victorieux en Ukraine, parce que c'est la seule chose qui pourrait faire que la guerre se termine aujourd'hui, c'est soit si les Ukrainiens abandonnent, soit si la Russie abandonne. Admettons qu'on arrive à forcer la main à l'Ukraine et que la Russie finisse par contrôler non seulement le Donbass, mais prendre le contrôle de Kiev, ce qu'elle vise. Vous pensez qu'on sera en sécurité en Europe? Vous pensez que l'escalade va se terminer à ce moment-là? Personnellement, je pense que pour la paix en Europe, ce serait la pire solution pour nos économies, pour notre avenir. Pierre Lelouch, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Pas du tout. Mais quelle est votre réflexion et votre position alors? Je crois qu'il faut regarder les choses de façon tout à fait clinique. Il y a un problème de fond entre l'Ukraine et la Russie depuis très longtemps. Il y a un problème pour la Russie. Mais d'accord. Mais maintenant, la situation maintenant. Si je suis interrompu, que dès que je commence une phrase, on ne va pas aller loin. Allez-y. Non, ce qu'il faudrait arriver à faire aujourd'hui, c'est essayer de retrouver un tout petit peu de sang-froid dans cette histoire, essayer d'en sortir. Parce que je crains fort qu'on va accumuler des centaines de milliers de morts avant qu'on en sorte. Mais comment peut-on dire aujourd'hui essayer d'en sortir? Mais comment vous faites pour essayer d'en sortir? Alors allez-y, dites-moi quelle est la solution. Je vais vous dire, si vous l'avez, parce que vous êtes... J'ai pas de solution. On est tous en train de constater qu'on est en train de voir une montée
de la violence, monter les menaces des deux côtés. Les deux camps se préparent à des offensives. Une a déjà commencé. Enfin, il y a une pression très forte des Russes sur Bakhmut et sur le nord de cette ligne de front qui fait un millier de kilomètres. De l'autre côté, toutes les décisions militaires ont déjà été prises à l'OTAN au mois de janvier, à Ramstein, pour donner un maximum de moyens offensifs aux Ukrainiens, de façon à essayer de percer les lignes de défense russes et de descendre vers Kherson. Ces moyens offensifs ont été donnés sur le papier. Pour l'instant, ils ne sont pas arrivés en Ukraine. Ils vont arriver pour une grande bataille. Moi, j'appelle ça la bataille de la Somme. L'idée, c'est de faire une grande percée. Et ça, après le printemps, une fois qu'on pourra le faire sur le plan météorologique, c'est-à-dire à l'été... L'idée, c'est de voir une clarification de la situation militaire. C'est la solution ? Non, mais non, je dis que les deux camps sont engagés là-dessus. Non, mais est-ce que c'est la solution, oui ou non ? Engagez-vous ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de solution militaire, parce que vous avez dit tout à l'heure en commençant l'émission, la paix est impossible, mais la victoire non plus. La situation militaire sur le terrain ne permettra pas. Et alors c'est très intéressant, parce que c'est le chef d'état-major américain lui-même, le général Milley, qui l'a dit. D'ailleurs, non sans courage, à 2 reprises, il n'y a pas les forces ukrainiennes, même réarmées par les Occidentaux, ne parviendront pas en 2023 à expulser les forces russes. Et le Russe, qu'est-ce qu'il dit, le Russe ? Il dit, vous pourrez pas me vaincre militairement parce que il enverra autant d'hommes que nécessaire pour saturer la situation. Donc, je crains fort qu'on en soit dans une situation aujourd'hui qui est paix impossible parce qu'il n'y a pas de négociation, et victoire impossible de part et d'autre. Donc on s'installe dans une guerre d'usure, d'attrition, qui est extrêmement dangereuse parce que les deux superpuissances se font face à face, que personne ne peut écarter le risque d'un dérapage, et tout le monde en est conscient. Ce que dit le Chinois est très intéressant. Le Chinois, il dit, attention à cet affrontement qui risque de déraper. C'est ce que, personnellement, je dis depuis un certain temps. Bien, il est 11h31. Oui, vous allez pouvoir répondre, Samantha de Bendern et Philippe Delara, mais je suis obligé d'observer une petite pause. Et puis aussi, nous allons prendre Guillaume, qui est à Carcassonne, dans l'Aude, qui est l'un de nos auditeurs. Vous savez, les auditeurs sont prioritaires ici, et donc Guillaume a son mot à dire. Dans notre débat, nous allons l'écouter dans un instant, 11h31. Il est 11h34. Allez, le débat est actif, je peux vous le dire, pendant la pub. Et Guillaume se joint à nous. Guillaume est à Carcassonne, dans l'Aude. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités et aux auditeurs. Mais quel est votre regard sur la situation ? Le regard d'un citoyen français, lambda, comme vous, comme moi, Guillaume. Quel est votre regard ? Eh ben, déjà, Jean-Jacques, je voulais vous remercier de vous concentrer sur le discours de Poutine, parce que, excusez-moi l'expression, mais on a tellement bouffé du Zelensky pendant un an que ça fait du bien d'avoir, si vous voulez, de l'autre partie. Parce qu'on peut critiquer Poutine et ce qu'il fait. Je ne tolère pas non plus les opérations militaires et la guerre. Mais je trouve que c'est bien quand même d'avoir sa vision des choses et pas que ça. Je voudrais préciser les choses, Guillaume. Je donne, et ici nous donnons la vision, comme partout d'ailleurs, la vision, nous rapportons, je préfère ce mot, nous rapportons la vision de Zelensky et nous rapportons la vision de Poutine. C'est notre boulot. Là, on n'a aucun mérite, Guillaume. Oui, mais vous, je parle dans les médias en général, quand on allume la télé... Non, mais moi, j'ai horreur des médias partisans, je vous le dis tout de suite, Guillaume, alors que les choses soient claires. C'est bien pour ça que je vous écoute, Jean-Jacques. Bon, d'accord. Bon, alors, Guillaume, allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Moi, je voulais L'Europe est piégée, vous voulez dire ? Pardon ? Vous voulez dire que l'Europe est piégée, je lis. L'Europe est piégée, oui, parce que pour moi, Poutine, il ira au bout, quoi qu'il se passe. C'est un stratège, il est ce qu'il est, mais il va jusqu'au bout. Et je pars du principe que cette guerre, elle est entre les Américains et la Russie. Avec l'Ukraine au milieu, les pauvres, qui malheureusement, les Américains veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et malheureusement, j'ai tendance à me dire que je souhaiterais que Poutine en vienne à bout de son opération spéciale au plus vite possible. Mais c'est-à-dire en vienne à bout, vous voulez dire quoi, Guillaume, en vienne à bout ? Qu'il en vienne à bout de son opération spéciale. C'est-à-dire qui protège les frontières de la Russie. Non, mais attendez. Est-ce qu'envahir l'Ukraine, c'est protéger les frontières de la Russie ? Non, mais... Annexer l'Ukraine, est-ce que c'est protéger les frontières de la Russie ?
Ah bah peut-être à son niveau. Mais écoutez, moi ce que je ne supporte pas. Vous dites qu'il faut abandonner l'Ukraine à Poutine, quoi. Non. Comment non? Non, mais écoutez, Jean-Jacques, ce qui est toujours énervant dans la sphère médiatique en général, c'est qu'on parle d'un pays, un agresseur, un agressé. Mais là, en l'occurrence, il y a un agresseur, Guillaume. Mais bien sûr, mais si on reste que sur ce principe-là, oui, on peut dire qu'évidemment, l'Ukraine est agressée, et l'agresseur, c'est la Russie. Mais on oublie tout le temps de parler de ce que font les Américains en parallèle. Et ça m'énerve, parce que les Américains ont toujours un coup à jouer. Ils ne sont pas là par hasard, les Américains. Les Américains, ils foutent la merde partout, excusez-moi, ils foutent la merde partout où ils vont, et ensuite, on ne regarde que les faits. Mais pourquoi on ne parle pas de ce que font les Américains sur place? Et vous dites l'Europe est piégée dans ce conflit USA-Russie. Bon, merci Guillaume d'être intervenu. Samantha de Bender, ne voyez pas la situation comme ça? Mais écoutez, ça dépend de quelle région du monde il parle. Si on parlait de l'Irak, je suis entièrement d'accord avec lui. Ils ont foutu la merde en Irak. Voilà, ça je suis d'accord. Mais on ne parle pas de l'Amérique ici. Je répète ce que j'ai dit depuis le début. On parle de la sécurité européenne. Alors, les Ukrainiens veulent être un pays démocratique. C'est leur choix. Et un pays libre. Voilà. Indépendant, souverain. Voilà. Et souverain, puisque... ils ont besoin d'aide pour défendre cette démocratie, tout comme nous en Europe, nous avons besoin d'aide. Moi, j'aimerais demander à Guillaume, est-ce qu'il serait d'accord de payer plus d'impôts pour avoir un budget de défense français plus important pour assurer une vraie défense européenne? Je pense que la plupart des Français diraient non. La plupart des Français sont contents de se reposer sur la sécurité qu'apportent les Américains. Certes, il y a beaucoup de choses que les Américains font qui ne plaisent pas aux Français. Mais choisissez entre une protection des Américains ou alors une menace russe contre laquelle nous ne pourrions pas nous défendre, parce que vous croyez qu'il va s'arrêter à l'Ukraine? Alors, je ne parle pas de chars qui viendraient à Berlin ou à Paris. Je parle d'une ingérence permanente dans nos pays. Je suis britannique. Le Brexit a été financé en grande partie par la Russie. J'ai fait partie d'un comité du Parlement britannique qui a étudié le financement occulte du Brexit par les Russes. Quand l'ambassade qui était en siège à Londres au moment du Brexit a quitté ses fonctions en 2019, il a dit « Nous avions comme mission de mettre à genoux l'Union européenne et nous y avons réussi ». En finançant le Brexit. La Russie nous fait la guerre depuis des années, parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'une démocratie puisse réussir. Si l'Ukraine réussit son pari démocratique, c'est une menace directe pour le régime de Poutine, parce que Poutine considère que les Ukrainiens et les Russes sont les mêmes. Et il considère que les Russes ne sont pas faits pour la démocratie. Si les Ukrainiens y parviennent, en tant que Slaves frères, eh bien c'est une menace existentielle pour le régime de Vladimir Poutine. Pas pour la Russie, pas pour le peuple russe, pour son régime et son fric. Philippe Delara, vous pensez qu'on est entré dans la Troisième Guerre mondiale et qu'on la vit? Je dirais que c'est plutôt une guerre mondialisée, puisque... Mais c'est ce que vous avez écrit, oui. alors c'est non, une guerre... avec un point d'interrogation. Ah bon, d'accord. Bon, heureusement. Mais ça ne me fait pas peur de parler de Troisième Guerre mondiale hybride, comme vient de le dire Samantha, puisque il n'y a pas que le terrain militaire, il y a le noyautage des partis politiques. Je rappelle que nous avons failli avoir un président de la République, si Macron n'avait pas été élu, qui était quasiment un agent de la Russie. Vous accusez Marine Le Pen d'être un agent de la Russie? Non, je parle de 2017. Ah, de 2017. Et de François Fillon. Et de François Fillon, oui. Qui est un agent de la Russie? Enfin, un Poutine-Versteher, comme on dit en... Non, mais attendez, monsieur, moi, je ne vous connais pas. Oui. J'ai eu l'honneur d'être le ministre de Sarkozy et de Fillon. Fillon est mon ami, mais comment vous pouvez dire des énormités pareilles, tranquillement, comme ça? Quelles sont vos preuves? Eh ben, par exemple... Vous êtes dans la diffamation la plus scandaleuse. Moi, j'ai accompagné François Fillon en Russie. On a vu ensemble... plusieurs chefs d'État, dont Poutine. Qu'est-ce que c'est que ce genre de fait rouler dans la farine. On ne sait pas qui vous êtes. François Fillon. Non, je ne sais pas qui vous êtes. Parce que c'est pas le sujet du jour. C'est consternant. Continuez avec dire les choses Guerre mondiale, je ne veux pas vous déranger. D'une autre manière. Ce qui se passe en ce moment, c'est la véritable fin de la guerre froide. On a cru que la guerre froide c'était terminé par la fin de l'URSS en 91. En réalité, l'URSS continue sous une autre forme
peut-être encore plus agressive parce qu'elle est plus insérée dans la mondialisation que l'était l'URSS. Et l'enjeu aujourd'hui, encore une fois, le point sur lequel qui est essentiel, c'est qu'une victoire, même partielle, de la Russie dans cette guerre serait une catastrophe pour l'Europe. Alors, deuxième point, cette guerre n'est pas destinée à déraper. Moi, je soutiens tout à fait, parce que les Ukrainiens disent que les Européens n'en font pas assez, les Occidentaux, pas du tout. Je pense que la stratégie des Occidentaux est à la fois très raisonnable et c'est une stratégie gagnante. Ça consiste à augmenter petit à petit les moyens de se défendre de l'Ukraine, jusqu'à ce que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas gagner. Ça arrivera pour tôt ou l'instant, tard. elle ne comprend pas qu'elle ne peut pas gagner quand on écoute Vladimir Poutine, mais il faut préparer dès maintenant les conditions et les termes de la paix. Voilà ce que je lis aussi. Très difficile aujourd'hui, hein, Samantha de Benderne. Oui. Alors, c'est absolument clair qu'il faut préparer les conditions pour la paix. Les conditions. Mais une paix durable. Oui. Alors, il y a l'Ukraine. On parle des États-Unis, on parle de la Russie, on oublie au milieu qu'il y a l'Ukraine. Oui. L'Ukraine qui est un pays démocratique. Le président Zelensky a fait comprendre à son peuple que toute négociation de paix sera approuvée par un référendum et par son Parlement. Oui. Donc, il faut des conditions, d'abord que les Ukrainiens acceptent. Je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous écoutent que l'Ukraine et la Russie sont en négociation depuis 2014 avec une médiation d'acteurs internationaux. En grande partie, les plus importantes ont été la France et l'Allemagne. Que par exemple, l'idée d'un référendum à l'est du pays, dont vous avez même écrit dans un article dans Le Monde récemment, Pierre Lelouch. c'est Monsieur Lelouch, oui, cette idée a été acceptée par le président ukrainien Petro Poroshenko, je ne sais plus si c'était fin 2014, début 2015. Il y a eu des élections dans le Donbass en 2019 finalement. Elles ont été constamment reportées. Le problème sur ces élections, c'est qu'on n'arrivait pas à se décider sur quelle base légale ces élections seraient menées. Est-ce que ce serait selon la loi ukrainienne ou la loi d'un pays qui n'existe pas, la République de Donetsk et de Lugansk. Donc, les négociations pour avoir une paix en Ukraine durent depuis 8 ans, 9 ans. Et s'il y a une définition de la folie, c'est de faire la même chose à répétition et d'espérer avoir un résultat différent. Deux choses. J'ai regardé, vous l'avez regardé comme moi, le plan de paix proposé par Zelensky. Bon, évidemment, il veut retourner aux frontières d'avant, récupérer le Donbass et la Crimée. Bon, ça paraît difficile. Il veut aussi, ce qui est encore plus difficile pour Poutine, évidemment, ce sont les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Tribunal spécial, là, évidemment, c'est inacceptable pour les Russes aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, que pensez-vous de ce qu'a dit Emmanuel Macron, Pierre Lelouch, Emmanuel Macron qui dit moi, je suis d'accord avec ce plan de paix, mais il ne faut pas toucher à la Russie. Oui, je pense que depuis le début... Le président de la République a les bons instants, en fait. Il essaye de convaincre tout le monde qu'après la guerre, il y aura une négociation. Oui. C'est ce que jadis Yitzhak Rabin m'avait appris quand il négociait en secret avec les Palestiniens. Mais je lui ai dit, mais à l'époque, je me souviens très bien, je lui ai dit, mais c'est risqué, pas risqué pour vous de faire ça. Il me dit, mais par définition, une paix, c'est entre des ennemis. Donc, évidemment, après cette guerre, il y aura une négociation, il y aura une paix. La question, comme dit Samantha, c'est de faire en sorte que cette paix soit stable et que les intérêts de sécurité de tous soient pris en compte. C'est ce que dit depuis le début le président de la République quand il a parlé de système de sécurité européen, d'une Russie qui ne va pas déménager, qui va rester à nos côtés sur le continent européen. Il faudra bien trouver des relations avec elle. Ça, c'est un discours que, par ailleurs, il a parasité au fil des mois par un certain nombre de maladresses qui se sont retournées contre lui. Et malheureusement, la parole de la France a été décrédibilisée, non pas parce qu'il a tort sur le fond, mais parce qu'il y a eu des contretemps et puis aussi des attaques assez féroces de la part de nos propres amis, je pense aux Polonais, aux Ukrainiens eux-mêmes. Dès qu'on parle d'un accord avec la Russie, il y a un certain nombre de pays qui ont vécu sous le joug du communisme.
Leur sujet aujourd'hui, c'est d'en finir avec la Russie. C'est pas d'avoir une paix avec la Russie, c'est de la couper en rondelles. L'ancien président Walenza, le Polonais, lui parle d'une Russie à 50 millions d'habitants qui serait fédéralisée, coupée en rondelles. C'est ce que disent les Baltes. C'est ce que se dit aussi dans l'entourage de Zelensky. Donc il y a beaucoup de gens en Europe de l'Est qui souhaitent que ce moment soit un moment tournant où on en finisse une bonne fois avec ce qu'ils appellent l'ADN impérialiste russe. Ce sont les mots de Garry Kasparov, qui est lui-même russe, mais il y a pas mal de Russes qui pensent la façon d'en finir avec Poutine, c'est d'en finir avec l'impérialisme, c'est d'en finir avec cet État militarisé, et c'est l'occasion de le faire que de cette guerre. C'est pour ça que eux sont constamment dans la surenchère militaire. Moi, je pense que c'est pas la bonne façon d'y arriver, qu'un jour il va falloir atterrir et trouver une solution. C'est ce que dit Emmanuel Macron, et de ce point de vue, il a raison. Le problème, c'est qu'il, comme souvent avec lui, il est dans le en même temps, c'est-à-dire qu'il va à Munich dire une chose. Il n'a aucun moyen aujourd'hui. Bon, il pense cela, il le dit, mais il n'a aucun moyen. Alors, s'il en avait... Quel moyen de construire la paix? Attendez, il est 11h47. Il en avait des moyens. Alors attendez, j'ai une petite pub à passer obligatoirement parce que sinon on va prendre du retard, ça sera peu possible. À tout de suite. Il est midi moins 10, nous terminons ce débat autour de l'Ukraine. Je rappelle le discours, on attend maintenant le discours de Joe Biden cet après-midi à Varsovie. Je rappelle le discours de Vladimir Poutine ce matin. Qu'a-t-il dit? Je résume, il a dit beaucoup de choses, ça a duré longtemps, et il rappelle que la Russie vit un moment difficile, un moment clé pour la Russie. Il est impossible de battre la Russie sur le champ de bataille, dit-il. La guerre en Ukraine va se poursuivre. Il répète que la Russie continuera soigneusement l'offensive. Nous défendrons nos intérêts, nous atteindrons progressivement nos objectifs, a-t-il dit. Nous allons réagir de façon conséquente. L'Occident est responsable de l'escalade. L'Occident fait preuve de russophobie. Le peuple ukrainien est pris en otage. L'Occident échouera sur tous les fronts. Voilà résumé à peu près ce qu'a dit Vladimir Poutine. Alors là, il s'adresse à l'Occident, mais il s'adresse aussi au peuple russe, évidemment, dans ce discours qui devait avoir lieu plus tôt, et la date est bien choisie. Aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est volontairement que Poutine a prononcé ce discours aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement russe. Les conditions de la paix, Pierre Lelouch, quelles sont à vos yeux aujourd'hui d'éventuelles conditions pour une paix future? Parce qu'aujourd'hui, elle est impossible. Je crois que tout le monde a compris, y compris le citoyen le plus lambda possible, à travers la terre entière, certainement en Europe, qu'aujourd'hui, ça se joue entre Washington et Moscou. Oui. Et le télescopage de la visite de Biden hier, son discours aujourd'hui en Pologne, le discours de Moscou, tout est fait pour montrer que cette affaire aujourd'hui, c'est un affrontement direct par Ukraine interposée entre les Américains et les Russes. À partir de là, si vous appelez la France, que vous avez une longue histoire, aussi bien avec les Américains que nous avons permis de naître, qu'avec les Russes. Nous, on y a été à Moscou. On sait ce que c'est que d'être à Moscou, puis on sait ce que c'est que d'avoir des Russes à Paris. On a été en Crimée aussi, 300 000 morts. Connaît cette histoire, on la connaît, c'est la nôtre. 120 000 morts côté français. Oui, 300 000 morts, là, l'opération. 120 000 côté français, oui. Donc on connaît. Si on est la France, qu'on fait partie des 4 puissances nucléaires dans cette affaire, la responsabilité de la France, c'est la désescalade. C'est ce que dit le président de la République. Lui-même, d'ailleurs, il a raison. Oui, mais la désescalade aujourd'hui, comment? Mais je vais vous dire, il y a un certain nombre de pays, dont la Chine, dont l'Inde, qui ont un rôle à jouer essentiel. Qui ont un rôle à jouer. Parce que cette guerre, elle a des retombées partout. Au fin fond de l'Afrique, le prix de l'engrais a été multiplié par 5, par 15. Mais bien sûr. Et donc tout ça est en train d'entraîner des conséquences. Chez nous, en France, ça nous coûte 3 points de PIB l'augmentation des hydrocarbures. Donc, et 15% de hausse au niveau des produits alimentaires. C'est pas neutre. Donc il faut désescalader. Et il faut trouver les bases d'un compromis. Et alors ça viendra des pays qui ne sont pas engagés dans ce conflit, si je comprends bien. Le problème, c'est qu'on nous dit du matin au soir que ce compromis ne peut pas être fait sur le dos de l'Ukraine. Fort bien. Dans ce cas-là, la guerre va continuer. Il y aura encore plus de morts. Pierre Lelouch, il ne peut pas être fait sur le dos de l'Ukraine. Il faudra bien à un moment... Attendez... Vous sacrifiez l'Ukraine. Mais je ne sacrifie rien du tout. Je dis simplement que cette guerre n'est possible que parce que, depuis un an, les États-Unis ont mis sur la table 113 milliards de dollars
que l'Europe a mis 60 milliards d'euros. Parce que l'Ukraine, comment ? Ce sont des chiffres absolument... Ce sont des chiffres, mais vous dites que cette guerre est possible parce que les États-Unis et l'Europe ont mis de l'argent sur la table. Non, cette guerre est possible parce que l'Ukraine a été envahie par la Russie. S'il n'y avait pas une aide massive... qui permette à l'Ukraine chaque mois de sortir... la Russie aurait envahi l'Ukraine. On ne peut pas le regretter. Non, et une volonté encourage une habileté militaire des Ukrainiens. Alors on ne peut pas le regretter. Et qui meurt. C'est pas une histoire de regretter. Je regarde la situation objective. Aujourd'hui, la majorité au Sénat américain, au Congrès américain a changé. Les Américains eux-mêmes disent qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir. Ils le disent aux Ukrainiens. Continuer au même rythme. Donc, de toute façon, au niveau de la production de munitions, au niveau de la production d'argent, les choses vont être plus compliquées. Donc, il faut de toute façon... Donc, les conditions de la paix passent par quoi, Pierre Lelouch ? Par le ralentissement... De l'aide militaire. De la violence. De l'aide militaire. Et dites franchement ce que vous pensez de l'aide militaire. Ce que je pense, c'est qu'on y verra plus clair après la bataille de la Somme. Les décisions militaires ont été prises, c'est pas de mon ressort, mais l'affaire est... Mais est-ce que vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, que si l'Occident n'avait pas aidé l'Ukraine, la guerre serait terminée ? Absolument, en effet. Ce que pensait Biden. Mais laissez-moi finir. Biden pensait que ce serait réglé en 3 jours. S'il vous plaît, laissez-moi finir ce que j'ai dit. Donc, la guerre se serait terminée parce que l'Ukraine aurait été envahie par la Russie, elle aurait été soumise par la Russie. Est-ce que vous pensez que la France et que le reste de l'Europe serait plus en sécurité avec une Russie impérialiste à nos frontières, aux frontières de l'Union européenne, parce que la France fait partie de l'Union européenne. En ayant sacrifié le peuple ukrainien. Et est-ce que vous pensez que le monde serait plus en sécurité si quelqu'un qui fait du chantage nucléaire montre au monde entier, eh bien, ça marche. Moi, je peux vous dire que si le chantage nucléaire marche, demain, l'Iran, l'Afrique du Sud, qui est prête à avoir une arme nucléaire, qui en a la capacité, le Brésil, tous les pays qui rêvent de faire chanter le monde vont faire tout leur possible pour avoir une arme nucléaire. La sécurité de l'Europe, vous pensez que si vous êtes en Estonie, par exemple, ou en Lettonie, pays de l'OTAN, avec une grande minorité russe, que Poutine va peut-être dire, eh bien, finalement, on m'a laissé faire ce que je voulais en Ukraine, eh bien, moi, je vais peut-être mettre un petit doigt à l'intérieur d'un pays de l'OTAN, parce que finalement, l'article 5 n'oblige à rien, n'oblige pas à une réaction militaire immédiate. L'article 5 oblige à des consultations et une réaction qui serait prise à l'unanimité. Tout ça, c'est de la réécriture de l'histoire. Non, celui qui réécrit l'histoire, c'est Poutine. Non, parce que Poutine dit aujourd'hui que l'Occident l'a agressé la Russie. Ça, c'est la réécriture de l'histoire. La vérité vraie. Là, je prévois l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Américains étaient parfaitement au courant, dès le mois d'octobre, d'une invasion par la Russie de l'Ukraine. Ils en ont prévenu publiquement la terre entière. Ils ont prévenu Zelensky. Les Russes allaient attaquer. Est-ce qu'ils ont pour autant augmenté leur aide militaire à ce moment-là ? Non. Ils ont dit, on ne participera pas à la guerre. Ils l'ont dit. On ne participera pas à la guerre, on retire nos conseillers militaires, nous ferons des sanctions économiques. Tout a changé. Et c'est la divine surprise, celle du mois de mars, quand l'armée rouge a perdu devant Kiev, avec la bravoure des soldats ukrainiens, l'aide des missiles anti-chars livrés beaucoup par l'Angleterre, et là, l'armée rouge a commencé à perdre. C'est à ce moment-là, seulement, que l'Amérique a changé de position. C'est plus l'armée rouge, c'est l'armée russe. Oui, c'est l'armée russe. Oui. Il faut être précis. Vous amuse de couper, continuez à couper, ça vous amuse. À partir du mois d'avril, ça a changé. Les Américains se sont massivement investis dans la livraison d'armes, ce qui a permis les opérations de l'été, les contre-offensives. Oui. Bien. Et donc on n'aille pas à m'expliquer que depuis le début, la décision des Occidentaux, c'était stopper les Russes, c'est pas vrai. Merci à tous, parce qu'il est déjà 11h58, ça passe très très vite, hein, évidemment. Merci à tous, on n'a pas fini... de parler évidemment de ce qui se passe en Ukraine et de cet affrontement entre l'Ukraine et la Russie et plus largement de cet affrontement entre les États-Unis et les Russes. Il est 11h58, merci d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Je vais parler de toute autre chose dans quelques minutes, juste après les informations. De plus en plus de Français, ça n'a rien à voir, vous allez voir, on passe du coq à l'âne, sont obèses ou en surpoids. Près d'un Français sur deux concerné, que faire ? Le docteur
docteur Jimmy Mohamed sera avec nous entre midi et midi et demi. Bien, il est 12h08. Je suis très heureux de recevoir le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Revenir avec vous sur votre livre, évidemment, qui est paru quand exactement? Il y a 10 jours, 10-15 jours. Il y a 10-15 jours, voilà. Jimmy Mohamed, 0 contrainte pour maigrir. Exactement. Ne faites surtout pas de régime. Ne faites surtout pas de régime. Aux éditions Flammarion. Exactement. Je le précise. Jimmy Mohamed nous a parlé d'obésité, de surpoids et de vos solutions et de la manière dont on doit s'adresser à celles et ceux qui sont en situation d'obésité ou en surpoids. Parce que il y a une sorte de culpabilisation de ces personnes-là. Or, il ne faut absolument pas. Vous avez une façon à vous bien particulière, et d'ailleurs ça marche, parce que vous êtes très suivi notamment sur les réseaux sociaux, ça marche. Il faut s'adresser d'une manière très simple, très claire, très franche, avec celles et ceux qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Bien, selon la Ligue contre l'obésité, qui a publié une enquête, près d'un Français sur 2 est en surpoids ou en situation d'obésité. C'est un peu plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Les hommes sont davantage sujets au surpoids qu'à l'obésité, plus que les femmes. C'est évidemment, il y a des différences sociales, évidemment. Les plus modestes sont les plus sujets à l'obésité ou au surpoids. Et puis il y a des différences géographiques aussi, des différences d'âge. Nous allons parler de tout cela avec Jimmy Mohamed dans un instant. Il est quelle heure? Il est 12h09, petite pause sur l'antenne de Sud Radio et nous entrons dans le sujet. À tout de suite. 0826 300 300, vous connaissez votre numéro, vous intervenez évidemment. Racontez-nous, vous êtes vous-même en surpoids, vous êtes en situation d'obésité. Comment faites-vous pour... D'abord, comment vivez-vous cette situation? Et ensuite, quelle solution vous avez consulté? Racontez-nous, dites-nous. Le docteur Jimmy Mohamed est donc avec nous. Vous savez que vous le retrouvez dans le magazine de la santé, du lundi au vendredi, 13h35 sur France 5. Et sur les ondes de France Bleu. Dans Bonjour Docteur, vous publiez, Jimmy Mohamed, un livre 0 contrainte pour maigrir, surtout ne faites pas de régime, aux éditions Flammarion. Et puis, je rappelle que vous êtes très très présent sur Instagram, 700 000 exactement, et 700 000 abonnés. 700 000 abonnés, TikTok aussi. Oui, 1 200 000, ça fait du monde. 1 200 000 sur TikTok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez parler, par exemple, sur TikTok aux jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a plus de personnes âgées, plus de 65 ans, qui sont en surpoids ou obèses. Mais la progression de l'obésité ou du surpoids est la plus forte chez les 18-24 ans. Elle a été multipliée par 3, voire par 4. Et c'est ça qui est inquiétant. On sait qu'on a une proportion un peu stable de personnes en surpoids aux alentours de 30%. Et ce qui est inquiétant, c'est que depuis 1997, on a multiplié par 2 l'obésité, toute classe d'âge confondue, avec quelque chose assez marqué chez les plus jeunes. Or, les obèses d'aujourd'hui deviendront obèses et resteront obèses demain et après-demain et auront les maladies cardiovasculaires dans le temps. Puisque moi, je ne vous parle pas d'obésité liée aux critères esthétiques. Ça, j'en ai rien à faire. Les tablettes de chocolat, tout ça, c'est pas mon problème. Moi, je vous parle de l'obésité maladie. Il faut bien comprendre que lorsque vous avez de la graisse, cette graisse, elle va être responsable d'hypertension artérielle, de diabète, d'arthrose, de syndrome d'apnée du sommeil, voire même de dépression. Donc il faut qu'on sorte du paradigme des régimes totalement inefficaces et contre-productifs qu'on va faire au printemps, qui ne vont pas marcher, et de se dire, tiens, voyons l'alimentation différemment, voyons le rééquilibrage alimentaire différemment pour une vie en meilleure santé. C'est ce que vous dites sur TikTok aux jeunes. Alors vous vous adressez à ces jeunes qui sont en surpoids et qui en souffrent. Je ne parle même pas d'obésité, je parle de surpoids, qui en souffrent pour des raisons sociales, parce que le regard des autres est difficilement supportable, parce qu'on se sent pas bien dans sa peau, parce que, etc., etc. Ils vous le disent d'ailleurs, Jimmy Mohamed. Et puis surtout, l'image véhiculée notamment par les influenceurs, au corps parfait, la chirurgie esthétique, on va normaliser le corps des femmes et le corps des hommes, avec des hommes musclés, des biceps, des abdominaux, et des femmes aux lèvres pulpeuses,
à la grosse poitrine, aux grosses fesses et aux abdominaux. Et donc, du coup, le jeune, il s'identifie à ça. D'ailleurs, la chirurgie esthétique chez les adolescents est en forte progression chez les jeunes. Et elle est totalement à contre-courant de ce que doit être le corps d'un jeune adolescent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le jeune? C'est qu'il va se renseigner sur TikTok notamment. C'est devenu la première source d'information chez les jeunes. Et lorsqu'ils ont un problème médical, ils ne vont plus sur Google comme nous on peut faire. Ils vont tout simplement sur TikTok et ils vont chercher les réponses à leurs problèmes. Donc je me suis dit, plutôt que de laisser des gens qui n'ont pas la compétence ni la légitimité, je vais occuper le terrain et je vais proposer de l'information et ça marche. Comment vous adressez-vous à ces jeunes sur TikTok? De la façon la plus simple, il faut être court, il faut être pragmatique. On a, pour capter l'attention, quelques secondes. Au bout de quelques secondes, eh bien, il passe à autre chose. Donc si on n'a pas réussi à expliquer de façon très très simple, très très claire, avec à la fin de la vidéo un objectif, un message qu'on a retenu, eh bien les gens ne restent pas. Mais par exemple, j'imagine, je suis un jeune, j'ai 20 ans, j'ai 15 kilos, je pense que j'ai 10 kilos de trop, je me sens pas bien et tout. Qu'est-ce que vous me dites? Alors la première des choses, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est que ce que vous mangez qui va déterminer le surpoids. Souvent les jeunes, ils vont mal dormir, ils vont se coucher très tard, ils vont se lever très tard, ils vont être en décalage. Et ce décalage, lorsque vous avez des troubles du sommeil, ça favorise la prise alimentaire. Le soir vers 23h, minuit, on a tous connu ça. Tout d'un coup, on a très faim, on a envie de manger, mais des choses très grasses, très sucrées. Eh bien ça, c'est hormonal. Lorsqu'on se couche très tard, l'hormone qui est responsable de la satiété, qu'on appelle la leptine, elle ne marche plus. Et à l'inverse, vous avez une hormone, celle qu'on appelle la gréline, qui va vous donner envie de manger, qui va s'activer. Donc le soir à 23h, si on ne dort pas, si on ne se couche pas plus tôt, eh bien on va manger plus et on va stocker plus de graisse. Donc un premier message très simple, c'est de réguler ces problèmes de sommeil, peut-être se coucher un peu plus tôt pour commencer à perdre du poids. Je ne vous ai pas parlé d'alimentation, juste de sommeil. Pas d'écran non plus. Alors si, parce que les écrans ont pris beaucoup de place dans nos vies. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on devient sédentaire. On ne passe plus de temps dehors à jouer et c'est valable notamment chez les enfants. Et puis le soir, on va traîner, on va rester derrière l'écran, on va avoir des troubles du sommeil et donc forcément, on va manger, on va prendre du poids. Donc le premier message, c'est de limiter sa consommation d'écran le soir et d'essayer de dormir un peu plus. Si on fait rien que ça, eh bien, on va commencer à perdre du poids. Évidemment, on commence à perdre du poids. Enfin, donc c'est le premier message que vous donnez aux jeunes. Tout simplement, dormez plus. Il est reçu ce message. Complètement, parce qu'ils me disent mais c'est tellement évident. En plus, moi ce que je vous dis c'est de la base. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Pour autant, il faut qu'on vous l'explique en vous parlant de ce qui se passe. Et les gens ont besoin d'informations et ont besoin qu'on leur explique. Et puis sourcés notamment par des études. Tout ce que je dis, ça sort pas de mon chapeau. C'est des conseils de bon sens qui ont été validés par la science. Jimmy Mohamed, les jeunes, qui souffrent de cela évidemment. Jimmy Mohamed, les moins jeunes s'adressent à vous aussi, puisque vous-même vous avez perdu du poids. Oui, j'ai perdu 12 kilos et surtout j'ai réussi à pas les reprendre. Alors justement, on va voir. Vous avez réussi parce que c'est là le problème, qu'on peut perdre du poids. Mais on peut le reprendre aussi, ce poids. Complètement. Si on regarde... Et on le reprend, en général, malheureusement, on le reprend. Et on reprend même un petit peu plus, l'effet yo-yo. À chaque fois, on reprend un peu plus. Si on regarde les études, on se rend compte que sur le long terme, seule une personne sur 5 arrivera à maintenir sa perte de poids sur le long terme. Donc 4 sur 5 vont échouer et vont reprendre du poids. C'est le fameux effet yo-yo à cause des régimes qui sont restrictifs. Au tout début, quand vous commencez un régime, vous allez dire très bien, j'arrête de manger. Le soir, je saute un repas, je vais prendre une petite soupe et ça va passer. Au tout début, ça va marcher. Vous allez perdre 3 ou 4 kilos. Vous allez être content. Oh, c'est bien, c'est génial, ça marche. Et puis au bout d'un moment, votre corps, il se souvient que vous êtes en train de l'affamer. Il se souvient que vous ne lui donnez pas suffisamment à manger. Donc le corps, il va stocker. Il va ralentir sa dépense. Et vous allez perdre un peu moins. Plus que 1 ou 2 kilos. Vous allez dire, mais je passe de 3 à 4 à 1 ou 2. Bon, 1 ou 2, c'est pas si mal, mais je vais peut-être continuer. Et puis au bout d'un moment, ça stagne. On va craquer, on aura été frustré. Et on va remanger comme avant. Et du coup, le corps, il se dit, ouh, très bien, on est en train de manger comme avant. On va stocker encore plus. Et donc, on va reprendre tout le poids qu'on a pris, plus 1 ou 2 kilos supplémentaires. C'est le fameux effet yo-yo. C'est le fameux effet yo-yo. Et pour éviter cet effet yo-yo, vous avez écrit ce livre, 0 contrainte pour maigrir, surtout ne faites pas de régime. Exactement. Donc pas de régime. Surtout pas. On oublie les régimes. On oublie, et d'ailleurs ça va bietôt être la saison. D'ici quelques semaines, vous allez voir dans les magazines des régimes tous plus stupides les uns que les autres. Évidemment. Mangez que des pommes, buvez que de l'eau, supprimez de votre vie les sucres, le régime cétogène. Tout ça, c'est des contraintes qui vont marcher peut-être
3-4 semaines. Alors ce qui compte, c'est le tour de taille. Hein, on exactement, c'est hyper important, ce tour de taille, puisque l'obésité abdominale, elle est responsable des maladies cardiovasculaires. On parle souvent de l'indice de masse corporelle, l'IMC. C'est un critère personne ne comprend rien. Exactement. Personne ne sait ce que ça veut dire, d'ailleurs, l'IMC. C'est un rapport compliqué du poids sur la taille au carré, une formule mathématique. En gros, c'est un critère mathématique, mais effectivement, le tour de taille est extrêmement important. C'est un critère, le tour de taille. Chez un homme au-delà de 100 cm, on sait que c'est prédictif des maladies cardiovasculaires et notamment de la maladie du foie gras, qu'on devrait appeler la maladie du soda. Ça veut dire qu'on peut avoir, à cause de notre alimentation, de ce qu'on mange et de ce qu'on boit, une cirrhose du foie. Sans boire une seule goutte d'alcool. Donc on est malade de notre alimentation. Donc l'idée, c'est de changer de paradigme. C'est de se dire, on a le plaisir de manger, il faut le garder, c'est important. Mais en même temps, ce que je mange va avoir un impact sur mes artères, sur mon tube digestif, sur mon cerveau, et puis sur ma santé d'une façon plus générale. Donc, arrêtons de croire qu'on va manger juste pour le plaisir, mais que c'est un aliment médicament. Et que certainement, le premier des traitements qu'on devrait s'appliquer, c'est tout simplement une bonne hygiène alimentaire. Alors, bonne hygiène alimentaire, parce qu'on mange trop. Que les choses soient claires, on mange trop, mais on peut manger de tout. Hein. Vous êtes attention, c'est vrai que c'est ridicule. Mais vous dites, il faut faire du sport, évidemment, l'activité physique. C'est un peu différent. Enfin, du sport. Oui, de l'activité physique. C'est pas tout à fait pareil. Ne serait-ce que marcher. Exactement, marcher. Alors, par exemple, moi, je travaille SOS médecin. Je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous, Jean-Jacques, d'avoir du temps pour faire du sport. Même si vous, je sais que je crois que vous le trouvez un petit peu, mais moi, j'y arrive pas. Donc, ce que je fais, c'est que plutôt que de me dire, je vais aller courir une fois par semaine. C'est bien de courir une fois par semaine, mais c'est pas suffisant. Je déteste courir, mais on peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Eh ben on marche. Eh ben moi, ce que je fais, c'est que je ne prends plus l'ascenseur quand je fais mes visites à domicile. Donc tous les jours, lorsque je fais mes visites le matin, je prends l'escalier. Et donc à la fin de la journée, j'ai monté 30 ou 40 étages. Et donc j'ai été hyper actif. J'ai dépensé des calories, je m'en suis pas rendu compte, et j'ai fait du bien à mon corps sans me dire, je vais aller à la salle de sport, je vais pousser de la fonte. Si vous le faites, c'est très bien, et je vous encourage à continuer. Mais soyons lucides. Oui, si vous allez à la salle de sport, ne faites pas que pousser de la fonte. Hein. Non, exactement. C'est pas faites suffisant. Un peu de vélo, faites un peu de cardio, hein, complètement. parce que c'est important. Bien, mais vous dites, bon, faire du sport, d'accord. Bon, mais certains, parce que l'obésité ou le surpoids touche ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, hein, essentiellement. Ceux qui ont des difficultés à couvrir la fin de mois et qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle de sport, parce que ça coûte de l'argent d'aller à la salle de sport. Il faudrait que ce soit remboursé. Alors, il faudrait qu'on puisse permettre le sport sur ordonnance, vous savez, on nous a dit... C'est la prévention. C'est la prévention. Mais la médecine prédictive, en France, on est nul. On est nul. On est très bon pour traiter un diabète. Jean-Jacques Bourdin, vous allez chez votre médecin, vous lui dites, j'ai un diabète, il vous dit, très bien, eh ben, vous allez prendre tel ou tel médicament, ça on sait faire. Et on est bon. Vous avez une artère qui est bouchée, vous faites un infarctus, on va vous prendre en charge votre infarctus. Mais on est tellement mauvais pour prévenir l'infarctus. Évidemment. Pour prévenir le diabète. Or, les politiques de santé publique, c'est qu'elles mettent du temps avant d'être efficaces. 20 à 30 ans. La médecine préventive, on a oublié ça. On ne sait pas ce que c'est dans notre pays. On est très mauvais, et sauf que c'est ce qui permet de faire des économies en termes de santé publique. Vous faites vous sautez des repas. Alors c'est ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Du jeûne intermittent. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous l'avez dit, on mange trop. Notre vie tourne autour de l'alimentation. Je me réveille le matin, qu'est-ce que je prends petit déjeuner? Oui, c'est bon. Mais on mange trop. Notre corps humain n'est pas fait pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner, parfois un apéritif. Rendez-vous compte, sur une journée de 24 heures où vous allez être debout, allez, 16 ou 17 heures, on va manger 4 ou 5 fois. C'est beaucoup trop. Et on ne sait même plus faire la différence entre la faim de l'envie de manger. Et lorsque moi je pratique du jeûne intermittent, eh bien je me dis très bien, plutôt que de me gaver en permanence et de grignoter tout au long de la journée, je m'accorde une plage où le matin je ne prends pas de petit déjeuner et je m'en porte très bien et ça me pose aucun souci, et je vais réduire la période où je vais manger. Je ne me restreins pas, juste en termes de temps, et le jeûne intermittent favorise la perte de poids. C'est pas la recette absolue, mais en plus de ça, le jeûne intermittent permet d'améliorer la tension artérielle, le profil lié au cholestérol. Les jeûnes intermittents, c'est-à-dire concrètement sur une journée de 24 heures, vous vous réservez une plage horaire où vous allez manger. Donc par exemple, vous mangez de midi à 20h. Mais avant midi et après 20h, vous ne mangez plus. C'est ça le jeûne intermittent. Vous allez manger, c'est pas un jeûne prolongé. Et toutes les études le prouvent que ce jeûne intermittent, il a des vertus et des bénéfices pour votre santé. Mais sauter une journée, ne pas manger pendant 24 heures, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que j'ai vu aussi, il y a des recommandations. Il y a des médecins qui recommandent ça. Alors attention, des nutritionnistes. Ne pas tomber dans les gourous, notamment les naturopathes qui vont favoriser le jeûne prolongé pour guérir du cancer, pour guérir de plein de maladies, tout ça. C'est du charlatanisme. En revanche, le jeûne intermittent sur une plage horaire,
Midi, 20h, vous mangez. Avant midi, vous ne mangez plus. Après 20h, vous ne dînez plus, vous ne mangez plus. Eh bien, les études montrent que ça marche, que c'est efficace. Alors, c'est pas la solution miracle, mais ça fait partie des outils qu'on peut appliquer sans trop de contraintes pour perdre du poids. Bien, vous-même, vous pratiquez, vous faites du sport, vous arrivez à maigrir, vous avez maigri de 12 kilos, hein, c'est bien ça, mais vous occupez vos journées qui doivent être très occupées. Hein, comme les vôtres, Jean-Jacques, je crois que vous êtes aussi assez comme occupé. les miennes, oui. Comme les miennes. Bon. Mais Jimmy Mohamed, cette obésité, ce surpoids, bon. On a réfléchi aux causes. Elles sont multiples, hein, sociales. L'agroalimentaire aussi, qui nous pousse. Ça va avec les inégalités sociales. Oui. Plus d'obèses chez les ouvriers. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on favorise la malbouffe chez l'ouvrier, notamment. Et d'ailleurs, les parents veulent faire plaisir à leurs enfants. Et malheureusement, on veut faire plaisir à ses enfants avec du Coca-Cola, du Nutella, du Fanta, des Oreos. Puisqu'on essaie de faire plaisir, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour sortir. Sauf que ces choses-là, elles coûtent beaucoup d'argent en réalité. Elles coûtent beaucoup d'argent. C'est donc un problème d'éducation. Exactement. Il faut revenir à la base et rappeler que ces produits-là sont néfastes pour la santé. On parle souvent, vous savez, les Capri-Sun, les jus de pommes, tout ça c'est du sucre qui coûte de l'argent et qui n'ont aucun intérêt. Donc en fait... Ne pas donner à son enfant ces produits-là. Absolument pas. Et on va pouvoir faire autre chose. Il faut les éduquer, les parents. Il faut leur expliquer. Il faut aussi éduquer les enfants. Dès le plus jeune âge, 3, 4, 5 ans, leur expliquer ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils doivent limiter. C'est pas interdit. Mais ça fait pas partie d'une alimentation équilibrée. Donc la malbouffe, elle est en notre partie responsable. Mais lorsque vous dites ça aux jeunes, les jeunes n'aiment pas qu'on leur jette comme ça des obligations, des injonctions, ils détestent ça. Ils ont cette réaction-là quand vous adressez à eux. Mais ils n'ont pas tout à fait conscience de ce qu'on met dans ces produits. Quand on leur explique, regardez, dans un petit gâteau, vous avez un morceau de sucre. Vous faites ça ? Je leur montre et je fais des vidéos et ça fait des millions de vues. Je leur dis, regardez, ce gâteau-là, ensemble, on va décrypter 2 choses. Un, le nombre de sucre qu'il a. Vous mangez 5 gâteaux, c'est 5 morceaux de sucre. Et quand on regarde à l'intérieur, à l'étiquette, il y a des conservateurs. Il y a ce qu'on appelle du diphosphate, qui est du phosphore. Or, le phosphore, il favorise les maladies cardiovasculaires. Donc, non seulement vous allez prendre du poids et vous allez être malade avec ces produits qui sont bons en bouche. Vous les dégoûtez de ces produits. Je leur donne l'information. Et après, libre à eux de choisir. Ils ont l'information, ils disent, ah, mais peut-être que... Jimmy, prise de conscience. Oui, prise de conscience. Bien. Merci d'être venu nous voir, Jimmy Mohamed. Merci, Je rappelle le titre de votre livre, Zéro contrainte pour maigrir, surtout, ne faites pas de régime, aux éditions Flammarion. Merci d'être venu nous voir, Jimmy Mohamed. Il est 12h27. Vous êtes sur Sud Radio, André Bercoff.